Bonjour, alors aujourd'hui on attaque la leçon 101, groupe opérant sur un ensemble, avec bien sûr son lot d'applications. Alors, je vais essayer de tenter un 6 minutes sur la leçon, qui va durer certainement beaucoup plus, parce que je vais être exhaustif. C'est une leçon qui est énorme, c'est une leçon où il y a énormément de choses à dire, tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout dire et qu'il faut sculpter dans la leçon quelque chose d'à peu près cohérent, hein. Donc ce que je vais vous dire, ne rentrez pas en panique si jamais vous vous dites « Ah bah ça je connais pas, non, c'est pas la peine. Juste regardez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous intéresse, ce que vous comprenez, sur quoi vous êtes à l'aise, et choisissez parmi les choses que je vous dis dans cette leçon, hein, pour en faire un exposé agréable pour tout le monde, pour le jury et pour vous-même. Voilà, alors, bon, ce que je vous dis est à 100% dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie et dans Carnet de voyage en algébrie, bien entendu. Alors, voilà, je vais commencer maintenant le 6 minutes, hein. Top départ. Un groupe G opère sur un ensemble X. Si on a une application ρ qui au groupe Gx associe G.x et deux axiomes, un de l'élément neutre et une pseudo-associativité. Mais ça peut aussi se dire avec un morphisme de G dans S de X, un morphisme de groupe, hein, vers les permutations, hein, de X, qui à G donne justement l'opération de G sur X. Et en fait, on se rend compte que les axiomes ne sont là uniquement que pour définir vraiment un morphisme de groupe entre les deux. Les groupes agissent naturellement. La plupart, dès leur naissance, sont nés pour agir sur... ils ont une action naturelle. Par exemple, Sn, le groupe des permutations à n éléments, a une action naturelle sur l'ensemble de 1 à n. GLN de E a une action naturelle et linéaire, on en parlera, sur E. ON a une action naturelle, le groupe orthogonal, sur la sphère. Bien. Quand on attaque les actions de groupe, on s'intéresse en premier lieu aux orbites. Les orbites, l'orbite de X, c'est l'ensemble des G.X tel que G parcourt grand G. Et pour s'y intéresser, on s'intéresse à G indice X, c'est-à-dire le stabilisateur de X, qui va être un sous-groupe de G, l'ensemble des G qui stabilisent X. On a une bijection qui va de G, des classes G sur Gx vers OX, qui envoie la classe de G, et c'est bien défini, vers G.x. On vérifie que c'est bien défini. Il commence à se dégager des choses. À une orbite O, pour l'action, on va associer souvent un invariant total. C'est-à-dire, deux éléments sont dans la même orbite, deux éléments de X sont dans la même orbite, si et seulement si ils ont même, par exemple, deux matrices sont dans la même orbite pour l'action de Steinitz, si et seulement si ils ont même rang. Et dans chaque orbite, on va définir une forme normale, c'est-à-dire un élément qui est plus agréable que les autres, d'accord, qui est plus simple dans sa forme. Voilà. Alors maintenant, X va être partitionné par l'action de G, c'est-à-dire que X est union disjointe d'orbites. Et dans chaque orbite, il va y avoir un unique élément de forme normale. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans la mesure du possible. Le but commence à se dégager de plus en plus. 1. Partitionner X et faire ce qu'on appelle de la classification. Voilà. Hein, ça, c'est une classification des éléments de X. On va avoir des matrices semblables, des matrices équivalentes, des éléments voilà, qui se ressemblent en quelque sorte, hein, des éléments conjugués entre eux, etc. 2. Faire basculer, grâce à cette bijection-là, des propriétés de G vers les propriétés de X. Et des fois, les propriétés de X aussi vers les propriétés de G. Et des fois, les propriétés de G vers les propriétés de G, puisque G agit sur lui-même. Troisièmement, amener un problème à une situation normalisée.
C'est-à-dire qu'on a un problème, et on a un problème sur un élément x, et on va le ramener à un problème sur un élément de forme normale qui est plus joli. Voilà. Alors, maintenant, pour les exemples d'actions, on a déjà des actions générales d'un groupe sur lui-même. Déjà par translation à gauche sur lui-même, G agit par translation à gauche sur lui-même, et ça aboutit à ce qu'on appelle le théorème de Cayley. Il agit par conjugaison sur lui-même, ça donne la notion de stabilisateur qui est un centralisateur. Il agit aussi sur ses sous-groupes par conjugaison, ça va donner des théorèmes de Sylow par exemple, et il agit à gauche, par translation à gauche, sur G sur H quand H est un sous-groupe de G, pas forcément distingué, juste un sous-groupe. Voilà. Maintenant, les actions de groupe, il faut bien voir qu'elles ne restent pas telles quelles, elles se déclinent en plein de situations possibles, c'est ce qui fait la richesse justement des groupes, et à chaque fois qu'il va y avoir une situation, il va y avoir un basculement de là vers là, ou inversement. Par exemple, on est dans le cas fini, donc ça veut dire que G est fini, que X, quand X est fini. Eh bien, on va avoir la formule des classes, qui va dire en gros que X est réunion d'orbites, et que ces orbites sont en bijection avec les classes ici. Donc la formule des classes qui va nous donner par exemple comme application le lemme de Cauchy, le fait que le centre d'un P-groupe est non trivial, et aussi bien sûr les beaux théorèmes de Sylow. On va aussi avoir la formule de Burnside qui calcule le nombre d'orbites, parce qu'on est dans le cas fini, et qui aboutit à des résolutions de problèmes de coloriage. On va avoir tous les problèmes de dénombrement, on peut calculer sur les matrices le nombre de matrices diagonalisables, nombre de matrices nilpotentes, et même des nappes quadratiques, donc des solutions, le nombre de solutions sur un corps fini d'une équation quadratique, qui peut aboutir à la loi de réciprocité quadratique par les formes quadratiques. Mais on n'a pas que le cas fini, heureusement, on a aussi le cas topologique. Alors dans ce cas-là, cela demande que les actions soient continues, c'est-à-dire G et X sont munis d'une topologie, et l'application ρ doit être continue. Là, dans ce cas-là, on a des conditions pour lesquelles cette bijection devient un homéomorphisme. Et même si ce n'est pas un homéomorphisme, on a toujours la possibilité de l'avoir continue. Ça, c'est facile. Et donc, il va y avoir, soit c'est continu, soit c'est un homomorphisme, un transfert, en quelque sorte, par exemple, de connexité, de compacité. On peut démontrer, par exemple, que SON est connexe grâce à cet homéo. Et encore plus passionnant, G, à partir du moment où il agit sur X, évidemment, il va agir ce qu'on appelle transitivement sur les orbites, mais il va agir aussi sur les adhérences d'orbites. Et là, qu'est-ce qui est dans l'adhérence d'orbite? Donc ça veut dire que l'adhérence d'une orbite va se décomposer elle-même en orbites. Et les orbites qui apparaissent vont être des orbites dégénérées de l'orbite de départ, O. Et il va y avoir ce qu'on appelle un ordre de dégénérescence sur les invariants. Et ça, c'est assez intéressant d'étudier ça. Bon, alors ça, on est parti dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Enfin, le cas linéaire et le cas affine. Le cas linéaire, on a aussi une notion d'action linéaire si X est un espace vectoriel. Dans ce cas-là, il est normal d'attendre que l'action soit compatible avec la structure linéaire de X. Et dans ce cas-là, on a la notion de représentation. Et sur C, en dimension finie, on a une décomposition en somme directe. X se décompose en somme directe d'irréductibles, ce qui est un petit peu l'équivalent du fait que X était partitionné ici. Voilà. Ces irréductibles peuvent être ensuite étudiés grâce à ce qu'on appelle la théorie des caractères. Mais bon, on peut remarquer aussi que à chaque fois qu'on a une action sur un ensemble X fini, alors on peut en décliner une action linéaire sur l'espace C puissance X, qui a une base canonique indexée par X. Dans le cas affine, alors on a aussi des choses intéressantes, des actions de groupe qui peuvent nous ramener à des situations de forme normale, par exemple l'ellipse de Steiner, le problème de l'ellipse de Steiner qui part d'un triangle quelconque et nous ramène à un triangle équilatéral, et le tétraèdre qui lui part de l'action d'isométrie sur le tétraèdre et se ramène à des points extrémaux,
C'est-à-dire, au lieu d'agir sur tout un tétraèdre plein, on agit que sur les points extrémaux, parce que c'est une action affine, et on obtient des isomorphismes avec de notre groupe d'isométrie avec des sous-groupes de S de X, où X, cette fois-ci, c'est l'ensemble des points extrêmes. Voilà le 6 minutes qui a été fait en... je ne sais pas. Alors, toujours dans le cadre de la leçon 101, quelques questions de jury, des petites questions pour vérifier si les choses ont été bien digérées, autour des basiques de la leçon. Alors, d'abord, un groupe d'ordre 35 agit sur X avec X de cardinal 18. Faut montrer qu'il existe un élément de grand X qui est invariant par tout le groupe. Donc, j'appelle le groupe G. Voilà. Un autre exercice classique de jury sur cette leçon, compter le nombre de sous-espaces vectoriels de Kn de dimension M. Bon, M est inférieur ou égal à N, sinon c'est pas intéressant. Ou le corps est de cardinal Q. Et puis celui-ci, qui demande quand même, qui est un peu plus difficile, donc le jury tend des perches, évidemment. De toute façon, le jury tend toujours des perches, faut savoir les saisir. G abélien, donc on a un groupe abélien qui agit de façon fidèlement transitive sur l'ensemble des entiers de 1 à n. Alors, le cardinal de G est exactement égal à n. Voilà. Ok. Allez, je corrige tout ça. D'abord, le groupe d'ordre 35 qui agit sur X, bon, évidemment, c'est la formule des classes, c'est-à-dire que le cardinal de X, c'est-à-dire ici 18, doit être égal à la somme, étant donné que les orbites partitionnent, à la somme de cardinaux des orbites. Mais les cardinaux des orbites, c'est le cardinal de G sur le cardinal du stabilisateur. Et donc ça divise l'ordre de G, 35, et il faut montrer, on veut montrer qu'il existe X, d'accord? Donc ça, c'est est-ce qu'il existe X tel que Gx, c'est tout G. D'accord? Si c'était pas tout G, ça voudrait dire que 18 serait somme de diviseurs de 35 sans que ce diviseur soit 1. Donc, les diviseurs de 35, positifs évidemment, qui ne sont pas égaux à 1, c'est 35. Donc là, c'est hors de question. Il ne peut pas participer à la somme. 7 et 5. Donc, ça voudrait dire que 18 est égal à 7m plus 5n. Bon, avec m et n évidemment positif, pas possible. Si m égale 0, c'est pas possible. Si m égale 1, ça voudrait dire que 5 divise 11, c'est pas possible. Si m égale 2, ça voudrait dire que 5 divise 4, et après ça dépasse. Voilà, donc c'est vite vu. Donc forcément, 1 fait partie ici de la somme, et il va y avoir un élément totalement invariant. Bien, comptez le nombre de sous-espaces vectoriels de Kn de dimension M. Alors, l'idée, c'est, il faut savoir que on va faire agir GLN de K, agit sur les sous-espaces vectoriels de dimension M, de Kn, et cette action est transitive. D'accord? Bon, alors, ça, pour montrer que c'est transitif, on prend deux sous-espaces F et F', et il faut montrer qu'il existe un G tel que G de F est égal à F'. Alors bon, on va prendre une base de F qu'on complète en une base de E, une base de F' qu'on complète en une base de E, et on va chercher un G qui envoie la première base sur la seconde, et ça enverra F sur F'.
parce que f et f' sont de même dimension. Alors maintenant que ça agit transitivement, eh bien, c'est une seule orbite. Et comme c'est une seule orbite, eh bien, ça se calcule avec le cardinal de G, ln de K, et le cardinal du stabilisateur. Alors, il faut prendre un élément de forme normale. Alors ici, le cardinal de G, ln de K, c'est très classique. Alors, toutes ces choses, hein, je vous dis, hein, vous les trouverez dans NH de G2 et CVA. Hein. Ça, dans NH de G2, chapitre 8, il y a plein de calculs de cardinaux. Je vous conseille le chapitre 8, vraiment, il est assez fécond en application des groupes opérant sur un ensemble, application au dénombrement. Alors ici, on a Qn moins Q jusqu'à Qn moins Qn moins 1. Et le stabilisateur, faut prendre le stabilisateur de F0, c'est-à-dire le sous-espace engendré par les m premiers éléments de la base canonique. Et là, le stabilisateur, stabiliser F0, ça revient à avoir une structure, voilà les m éléments ici. Ici, on a 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a GLM. Là, ici, on a forcément GLN moins M. Et ici, c'est quartier libre, on a M des matrices M, N moins M. Donc c'est facile, à partir du moment où on sait calculer ça, de calculer le cardinal, c'est-à-dire on fait ça divisé par ça. Et ça va nous donner un espèce de nombre combinatoire quantique. Voilà. Cet exercice-là est un petit peu plus difficile. G abélien agit de façon fidèlement transitive sur les éléments de 1 à n. Il faut montrer que le cardinal de G, c'est exactement n. C'est-à-dire que, comme ça agit transitivement, si on prend x dans un n, eh bien, forcément, on a que G sur Gx est en bijection avec l'orbite. Et l'orbite, puisque l'action est transitive, c'est tout un n. Donc ce qu'il faut pour montrer que le cardinal de G c'est n, c'est montrer que Gx est de cardinal 1. Mais ici, regardez bien, l'idée est de se servir du principe de conjugaison et de translation. C'est-à-dire que si on prend Gy, eh ben, on prend un autre élément, hein, y. Alors, comme l'action est transitive, ça va être G.Gx, donc ça c'est le stabilisateur de y. Donc y c'est Gx, parce que pour un certain G, parce que l'action est transitive. Et ça c'est quelque chose à mettre dans la leçon, ce principe-là. Ça c'est égal, d'accord, quand vous translatez au niveau des grands X, vous conjuguez au niveau des stabilisateurs. Principe de translation-conjugaison, ou de conjugaison-translation, ça dépend du point de vue. Alors maintenant, comme c'est abélien, ça veut dire que Gy est égal à Gx. Voilà. Donc, le noyau de l'action, j'appelle ρ l'action, on sait que c'est l'intersection des Gx pour tous les x dans grand X, c'est ça le noyau de l'action, et ben c'est simplement Gx. Puisque c'est constant, hein, ça c'est constant, on prend l'intersection du même sous-groupe. Bien, mais d'autre part, on sait que l'action est fidèle, donc ker de ρ c'est juste l'identité, donc Gx égale juste l'identité, et on a montré que le cardinal de G c'était n. Voilà, on va continuer avec d'autres exercices. Alors, encore des exercices. On a Sn, le groupe de permutation, qui agit sur un ensemble à strictement moins de n éléments. On va supposer n différent de 4, et il faut montrer que Sn agit par involution. Alors, agit par involution, ça veut dire que sigma point, donc ça c'est l'action, sigma point x, quand on fait deux fois, ça fait x. Voilà, quel que soit sigma dans Sn et x dans grand X. Voilà. Résoudre xm égale in dans mn2c.
Sn agit sur x de 1 à n, bon, c'est l'action naturelle. Quelle est la moyenne sur Sn du nombre d'invariants? Alors celui-ci celui-ci déjà demande quand même, est un peu surprenant, on va dire. Il n'est pas difficile, mais il est surprenant. Celui-ci est un petit peu plus dur et il demande pas mal d'indications du jury. Hein. On a l'ordre de G qui est égal à 2n avec un impair, et il faut montrer que G possède un sous-groupe d'indice 2. Voilà. Alors, allons-y. Sn, il agit sur x. Bon, ben, voilà. On a donc Sn, un morphisme de Sn dans S de x. D'accord? Voilà. Et comme ceci est strictement plus petit, le cardinal de x est strictement plus petit que n, il est non injectif. Parce que le cardinal ici est strictement plus grand que le cardinal ici. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire quel est le noyau de ρ. Comme n est différent de 4, on sait que Sn est presque simple. En fait, il possède un sous-groupe simple très gros, d'indice 2, à n. Et on sait que le noyau, c'est distingué dans Sn, donc ça peut être en fait que AN ou Sn. Ou E, mais en fait, comme c'est non injectif, c'est pas E. Voilà, donc c'est le noyau, on sait qu'il contient AN. Voilà. Bon, ça, c'est un résultat. Alors, bien sûr, il faut connaître les résultats de simplicité sur Sn et quels sont les sous-groupes distingués de Sn. Et donc, ça veut dire que je peux passer au quotient de AN, d'accord, puisque AN est inclus dans le clair ρ, et donc ρ va passer au quotient. Ici, je vais avoir Sn quotienté par AN, et ici, je vais avoir mon action qui va être finalement... donc l'image de l'action n'est pas changée, et ici, ça c'est Z sur 2Z comme groupe, c'est isomorphe à Z sur 2Z. Ça veut dire que ça agit comme des involutions, puisque l'action de Z sur 2Z, c'est des involutions. Voilà l'exercice, je le trouve assez rigolo. Entre parenthèses, si n est égal à 4, si le jury veut continuer, on a quand même un contre-exemple, c'est-à-dire qu'on a S4, on a un morphisme de S4 dans S3, dont le noyau, c'est le groupe de Klein, V4, qui est constitué des 3 doubles transpositions de S4 et de l'identité, évidemment. Ce qui veut dire qu'on va avoir un morphisme de S4, donc ici, on a un isomorphisme, donc on a un morphisme de S4 dans S3, ce qui veut dire que S4 va agir sur 3 éléments, et là, comme c'est surjectif, ici, ça ne va pas être par involution. Ça ne peut pas être par involution. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Résoudre xm égale in dans mn de c, bon, et ben là, c'est plutôt pour se ramener à une forme normale. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est quand on vous pose cette question, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça a à faire avec groupe opérant dans un ensemble, puisque c'est pas dans l'énoncé. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai envie de faire agir le groupe G, L, N de C, agit par conjugaison sur l'ensemble des solutions. D'accord? Voilà. Donc, oui, parce que si X est une matrice solution, alors Px, P-1 est aussi une matrice solution, c'est vite vu. D'accord? Alors maintenant, de plus, ici, on voit bien qu'une solution est forcément diagonalisable. Oui, parce que le polynôme xm-1, il est scindé des simples sur C. Donc, il y a une forme normale, donc inclus dans diagonalisable, et donc il suffit de se ramener par conjugaison. Donc si on a une solution, on a déjà toute une orbite. Mais on peut se ramener à une forme normale, c'est-à-dire juste les solutions qui sont diagonales. Puisque dans les orbites, il y a une forme normale, c'est la forme diagonale, qui est unique à permutation près. Donc, donc on va regarder donc l'ensemble des solutions maintenant, on le sait,
c'est P d P-1 avec P dans le GLN de C, donc on fait agir, et sur des formes normales, D, c'est la diagonale de lambda I, où les lambda I sont forcément des racines énièmes de l'unité. Voilà. Cet exercice-là maintenant, Sn agit sur x de 1 à n, donc c'est l'action naturelle. Quelle est la moyenne sur Sn du nombre d'invariants? Donc c'est-à-dire qu'on est en train de demander m, la moyenne, c'est 1 sur le cardinal de Sn, somme pour sigma dans Sn de x sigma, c'est-à-dire de cardinal de x sigma, c'est-à-dire le nombre d'invariants. Mais là, ça peut paraître surprenant, mais quand on l'écrit bien, on reconnaît la formule de Burnside. Donc ça, on sait par la formule de Burnside que c'est le cardinal du nombre d'orbites de x sous l'action de Sn. Mais l'action de Sn sur x est transitive. Donc le nombre d'orbites est égal à 1. Ça, c'est assez joli. Vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie. Et aussi dans NH2G2, mais dans le tome 2. Voilà. Celui-ci est un petit peu plus difficile. En fait, la suggestion que fera le jury, parce que c'est difficile a priori de trouver une idée, d'abord il faut utiliser un groupe qui opère sur un ensemble, mais il n'y a que G. Donc ici, c'est G qui va agir sur G. Et on va prendre le morphisme de Cayley, c'est-à-dire l'action par translation à gauche, qui va faire que G va aller dans S de G. Donc ici, on a un morphisme évidemment injectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce morphisme injectif? C'est que ici, j'ai un sous-groupe d'indice 2. D'accord? Donc ici, je peux quotienter par le groupe alterné ici, qui est l'indice 2. Et je sais que si je prends, j'appelle ça psi, si je regarde clair de psi, je vais avoir G sur clair de psi, qui va être isomorphe à im de psi. D'accord? Donc, si je montre que ici, psi est surjectif, alors là, je vais avoir deux éléments dans im de psi, et donc j'aurai mon sous-groupe, l'existence de mon sous-groupe d'indice 2. Donc il suffit de montrer ici que c'est surjectif. C'est-à-dire, il suffit de montrer que ici, j'ai un élément de signature -1 dans l'image de ρ. D'accord? Alors, regardez, je vais construire un élément dans l'image de ρ. Je prends G dans grand G d'ordre 2. Alors, d'ordre 2, j'ai le lemme de Cauchy, qui normalement fait partie de la leçon, parce que bon, c'est quand même dans le groupe, c'est une application de groupe opérant dans un ensemble, sur un ensemble. J'ai le lemme de Cauchy qui m'assure, étant donné que 2 divise l'ordre de G, il existe un élément petit g d'ordre 2. Et maintenant, je regarde ρ de G, et je le regarde comme permutation. E, il va l'envoyer sur G. Et G, comme il est d'ordre 2, il va être envoyé sur E. Maintenant, à chaque fois que j'ai un élément de G, que j'appelle petit h, là ici, c'est l'action, elle est par translation à gauche. Hein. Donc ici, je vais avoir GH, et GH se renvoie sur H. Et en fait, on se rend compte qu'en tant que permutation, ρ de G, c'est un produit de transposition. Et tous les éléments, petit h, vont rentrer dans les transpositions. Ce qui veut dire qu'il y a combien de transpositions? Il y en a 2n divisé par 2, c'est-à-dire n transpositions. Mais n est impair.
Donc ça veut dire que ρ de G n'appartient pas à A de G. Et donc on a bien la surjectivité, on a bien ce qu'on veut. Voilà, celui-ci est plus difficile et demande évidemment de l'aide du jury et l'histoire d'engendrer une discussion, tester votre réactivité, etc. Voilà, c'est terminé. C'était rapide finalement. Voilà, alors autour de la leçon 101, groupe opérant sur un ensemble, voilà le troisième volet où je vais faire des suggestions de développement. Tous ces développements peuvent être trouvés dans le carnet de voyage en algébrie et certains dans Nouvelles histoires hédonistes, je le dirai au fur et à mesure. Alors, les développements que je vais mettre sur ce tableau-là sont des développements où l'action de groupe met en connexion le groupe qui agit avec le groupe des permutations. Et dans le cadre de petits groupes, de groupes de petits cardinaux, eh bien on va pouvoir reconnaître quel est le sous-groupe. Généralement, c'est un sous-groupe parce que l'action est fidèle. Quel est le sous-groupe de Sn sur lequel on va tomber? Voilà, c'est la démarche générale. Alors le premier, un groupe simple d'ordre 60 est isomorphe à A5. Alors là, je vais vous donner les grandes lignes. Attention, c'est pas, ça veut pas dire que c'est le développement. Il faudra vraiment remplir entre les lignes. Mais je vous donne les pierres angulaires. D'abord, on va appeler G ce groupe simple. Il va agir sur les 5 silos, d'accord, puisqu'il est d'ordre 60, il a des 5 silos. Bon, il est bien dans la leçon de parler des silos, donc évidemment, si vous n'avez pas parlé de silos dans la leçon, le développement serait malvenu. Et on arrive à montrer qu'il y a 5 silos en utilisant le fait qu'il est simple. Et donc par élimination, il ne peut pas en avoir un, parce qu'il serait distingué, et on arrive à montrer par élimination qu'il en a 6. Et donc, comme il agit, en plus, le théorème de Sylow, les théorèmes de Sylow assurent que l'action est transitive, et forcément, on va avoir une action fidèle, parce que comme G est simple, soit l'action est fidèle, soit l'action est triviale, parce que les noyaux, c'est des sous-groupes distingués. Et on va avoir G dans S6. En utilisant la simplicité et en prenant la dérivée, on arrive à voir que G s'injecte dans A6. Là, ça devient intéressant parce que A6, alors il s'injecte, je peux le voir comme un sous-groupe de A6, et A6 agit sur les classes modulo G. Et ça, c'est aussi quelque chose à mettre dans la leçon, qu'un groupe agit toujours sur ses classes à gauche, par translation à gauche, sur ces classes modulo un sous-groupe. Voilà. Mais maintenant, je vais regarder l'action induite sur G. Donc G agit sur A6 sur G. Et là, on va avoir quelque chose de bien, c'est-à-dire que on va réussir à voir que G va agir sur, ici, 6 éléments. Toujours pareil, ici on a 6 éléments, on en a 360, divisé par 60 ça fait 6, mais en fixant un, parce que G fixe la classe de l'élément neutre, et là ça se termine bien, parce qu'étant donné qu'il en fixe un, ça veut dire qu'il va permuter les 5 autres. Et donc, après on n'est plus bien loin d'avoir une action sur 5 éléments, et c'est ça qu'on voulait, puis après on conclut assez facilement. Voilà donc ce développement. Le groupe du tétraèdre régulier est isomorphe à S4. Pareil, vous voyez, toujours on a des sous-groupes de Sn. Là, c'est le sous-groupe carrément S4 de S4. Eh bien oui, c'est-à-dire que on regarde le groupe du tétraèdre, c'est le groupe finalement des isométries
du tétraèdre régulier, eh bien, il va, si je l'appelle G, eh bien, il va agir sur le tétraèdre. Mais, le problème, c'est que le tétraèdre, c'est une infinité de points. Et on se ramène, grâce à la géométrie affine, aux points extrémaux. Et là, ce sont les sommets du tétraèdre. Et on arrive à montrer que, du coup, maintenant, on va avoir un morphisme de G dans S4, parce que le tétraèdre a 4 sommets, et notre morphisme d'action va nous donner un morphisme de G sur S4, dont on montre, en utilisant le fait que 4 sommets du tétraèdre régulier, ça forme un repère, que ρ est injectif, et en utilisant le fait que S4 est engendré par les transpositions, et en réalisant les transpositions comme certaines symétries orthogonales, eh bien on arrive à montrer que c'est surjectif. Voilà, et donc on a l'isomorphisme. Donc ça fait un joli développement. Que vous pouvez, celui-ci, vous pouvez le trouver aussi dans H2G2. Vous les trouvez tous dans CVA, mais dans H2G2, celui-là, vous le trouvez dans le chapitre 12. Isomorphisme exceptionnel, ça aussi, c'est dans le chapitre 8 de H2G2, mais c'est aussi dans CVA. C'est une série d'isomorphismes où on utilise à chaque fois une action de groupe, donc sur un ensemble fini, donc une comparaison du groupe avec un sous-groupe de Sn, et comme on est sur des groupes de petits cardinaux, eh bien, on peut reconnaître le sous-groupe à son cardinal. On a de la chance, on ne peut pas faire ça pour tous les cardinaux. Alors, allons-y. Quand on a SLN d'un corps, il agit, SLN sur un corps, agit sur les droites. Alors, on peut le faire avec GLN aussi, sur les droites de Kn. Ah oui, il envoie une droite de Kn sur droite de Kn. Mais si n égale 2 et K est de cardinal Q, alors des droites, ce qu'on appelle le P1 de K, l'ensemble des droites du plan sur K, est de cardinal 1 plus Q. En gros, vous pouvez regarder ces droites comme Y égale alpha X, puisque ce sont des droites linéaires, des droites vectorielles. Donc alpha, il y a Q possibilités, alpha il est dans K, donc il y a Q possibilités, mais il y a aussi finalement la droite verticale, qui n'est pas sous la forme Y égale alpha X, parce qu'elle est sous la forme X égale 0. Et donc c'est le 1 qui est ici. Donc ça veut dire que votre SLN de K va s'envoyer, puisqu'il agit pour l'action naturelle sur les droites, il va s'envoyer sur S de Q plus 1, ou 1 plus Q, si vous préférez. Voilà. Maintenant, il est bon de savoir quel est le noyau de l'action, et le noyau de l'action, R de ρ, c'est simplement l'ensemble, le sous-groupe distingué, constitué des éléments de SLN qui laissent fixes toutes les droites. Et là, c'est facile de voir que laisser fixe toutes les droites, c'est être scalaire. Donc ce sont les éléments de SLN de K qui sont scalaires, qui sont de la forme K identité. Voilà. Et donc, on a un sous-groupe ça va passer au quotient, et c'est ce qu'on appelle, quand on quotiente ça par ça, c'est ce qu'on appelle le groupe projectif. Et là, on va avoir, puisqu'on a quotienté par le noyau, une injection. Voilà. Donc, on a tout un tas d'isomorphismes exceptionnels. Alors, pourquoi j'ai pris SL ? Parce que les isomorphismes exceptionnels,
ils sont historiquement importants dans le cadre des groupes simples. Voilà. Et de savoir qu'il y a des listes de groupes simples finis, et que ces listes, parfois, par exemple, les A indice n, donc les groupes alternés indice n, pour n différents de 4, ça, A indice n, c'est quand même, et pour n différents de 4, c'est simple. Mais c'est dans une liste. Et les PSLN de FQ, pour des n q assez généraux, sont aussi simples. Et c'est une autre liste. Et c'est intéressant de voir que les listes, parfois, se catapultent et qu'il y a les mêmes, 2 fois les mêmes, dans 2 listes différentes. Et là, voilà. Pourquoi c'est quelque chose d'important. C'est aussi appelé isomorphie exceptionnelle. Voilà. Je le signale. Voilà. On va voir d'autres développements. Alors voici une autre série de développements où les actions de groupe servent à dénombrer. Donc là, il y a les coloriages, donc par exemple compter des colliers de paires, qu'on peut mixer aussi avec le tétraèdre, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tétraèdre, où on peut colorier les faces ou, si vous préférez, les sommets, ça revient même, du tétraèdre. Vous avez le dénombrement des matrices diagonalisables de MNBFQ et la loi de réciprocité par les formes quadratiques. Alors ça, vous allez le trouver dans Carnet de voyage en algébrie, ça, vous allez le trouver sur Carnet de voyage en algébrie, mais aussi sur H2G2, et là, c'est sur H2G2, hein, la loi de réciprocité quadratique, chapitre 5, hein, celui-ci. Voilà, alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire compter les colliers de perles? C'est-à-dire qu'on a un collier, on a décidé de mettre des perles, alors elles sont avec des pierres différentes, on a des emplacements, bien sûr, pour les pierres sur le collier, mais on estime que c'est le même collier quand les emplacements ont été tournés, d'accord, par, s'il y a n pierres en tout pour k types de pierres différentes, d'accord, c'est z sur nz qui agit dessus. Alors là, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'un collier de perles, d'accord, donc ici, il va falloir que je mette ici n pierres, et elles sont de couleurs différentes. Alors là, ici, par exemple, voilà, tac, 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 voilà, hein, d'accord, j'en ai mis des blanches et des noires. Donc là, il y a 2 couleurs et 6 pierres. Et là, dans un premier temps, je vois l'ensemble des colliers possibles comme l'ensemble des fonctions de 6 éléments, d'un ensemble à x 6 éléments, vers un ensemble à 2 éléments, donc les couleurs possibles. D'accord? Mais maintenant, je fais agir z sur 6z, ici, par rotation sur lui. Et en faisant agir z sur 6z par rotation sur cet ensemble à 6 éléments, d'ailleurs, dans cette leçon, entre parenthèses, c'est peut-être pas mal de parler de l'action du groupe cyclique z sur nz sur l'ensemble à n éléments. Le groupe cyclique agit naturellement, d'accord, de façon cyclique sur l'ensemble à n éléments. Donc il fait tourner les choses. Et là, en faisant tourner les choses, il agit aussi sur les fonctions de là vers là. Alors bon, disons que g sur une fonction x, ça va être f de g-1 sur x. Voilà. Et on va dire que 2 colliers sont équivalents si on peut passer de l'un à l'autre grâce à un élément de z sur 6z. Ici, je pris 6, hein, comme ça. Et en fait, on regarde les orbites de collier. Voilà. Donc on regarde les orbites de collier et on tombe sur la formule de Burnside. Et on travaille à partir de la formule de Burnside. On travaille en 2 temps. Un premier temps où on travaille directement
sur ça, mais on n'est pas très à l'aise, et après, où on travaille sur cet ensemble, et là, on est plus à l'aise, et on arrive à obtenir une jolie formule. Voilà, bon, donc ce sont les colliers de perles qu'on peut décliner après en prenant le collier et en le retournant, et dans ce cas-là, au lieu de z sur nz, c'est dn qui va agir, parce qu'il va y avoir en plus une symétrie, voilà, plusieurs symétries, quoi. Et donc, on va avoir un groupe un peu plus grand. Voilà. Dénombrer les matrices diagonalisables de Mn de Fq. Bon, alors, le début est facile, c'est-à-dire que on commence à dire que les matrices diagonalisables sont une réunion disjointe, j'écris comme ça, de classes de conjugaison de matrices qui, elles, sont diagonales. Et là, encore une fois, on applique la formule des classes, parce que le cardinal de OD, c'est le cardinal de GLN, de FQ, quotienté par le stabilisateur pour l'action de conjugaison, c'est-à-dire le centralisateur de D. Donc c'est facile de calculer ça, parce que D est diagonale, on a pris une forme normale à l'intérieur, donc ici, vous voyez bien qu'on a formule des classes, forme normale, stabilisateur, bon, tout ce qu'il faut dans cette leçon, tout le basique de cette leçon, et donc, c'est facile de calculer le cardinal de ça, et on a le cardinal de Dn. Mais, attention, c'est pas fini, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a une formule, mais cette formule n'est pas très praticable, donc dans un deuxième temps dans le développement, on fait du regroupement de termes qui donne une formule plus praticable, et on arrive à un équivalent de la probabilité de tomber sur une matrice diagonalisable dans Mn de Fq quand Q tend vers l'infini. Ça, c'est assez joli. Mais là, après, c'est un calcul qui ne dépend plus de la leçon groupe opérant sur un ensemble. Mais la leçon a donné tout ce qu'elle avait à donner sur cette partie-là. Enfin, développement, la loi de réciprocité quadratique. Bon, c'est dans le chapitre 5 de NH2G2. On arrive à montrer que quand P et Q sont deux nombres premiers, que le symbole de Legendre de P sur Q, c'est presque le symbole de Legendre de Q modulo P, et il y a moins 1 puissance P-1 sur 2, Q-1 sur 2 ici. Et pour cela, on considère X, l'ensemble des X1 jusqu'à XP dans FQ, on prend deux nombres premiers distincts, dans FQ puissance P, tel que X1 carré plus XP carré égale 1, donc on prend une nappe quadratique, et on va calculer de deux manières le cardinal de X, une manière qui va faire apparaître Q modulo P, et une autre manière qui va faire apparaître P modulo Q, les symboles de Legendre. Alors, encore une fois, on a une action cyclique de Z sur PZ sur des PUplets, voilà, et donc on fait une formule des classes dessus, et d'autre part, il va y avoir l'action par congruence, parce que en fait, on va écrire un changement de variable là-dessus, qui correspond, puisqu'ici on a une nappe quadratique, qui correspond à un changement de variable, voilà, pour une forme quadratique, et donc, le changement de variable pour les formes quadratiques, des changements de variables linéaires pour les formes quadratiques, c'est ce qu'on appelle la congruence, et on a besoin d'invariants de congruence pour l'action par congruence sur les formes quadratiques. Voilà, et on va trouver ça, bon, oui, une preuve assez élégante, assez agréable à présenter. Voilà, il me reste encore à présenter quelques développements inclassables, mais là déjà, vous voyez,
les deux idées sont assez jolies. Premièrement, comparaison d'un groupe avec Sn, le cas des petits cardinaux, c'est assez joli. Ça, c'était la première salve. Et la deuxième, dénombrement, grâce principalement à la formule des classes, formule de Burnside, etc. Et de compter à partir d'actions qu'on peut appeler actions classiques. Voilà. Alors, en voici un plutôt de nature topologique. Bah oui, la topologie, c'est un peu, c'est le dénombrement quand c'est infini. Qu'est-ce que vous voulez dire sur un ensemble infini? Vous pouvez plus dénombrer, mais en revanche, vous pouvez dire, d'accord, c'est toujours pareil. Tout est basé sur G sur Gx et en bijection avec OX. Et donc, soit à partir de là, vous tirez du dénombrement. Si c'est infini, vous récupérez quand même de la topologie. C'est le dénombrement du pauvre, quoi. Alors, connexité de GLN de C. D'abord, on commence par démontrer que GLN de C est connexe. Alors ça, a priori, ça va se faire par exemple par connexité par arc. Voilà, en général. Ça pourrait aussi se faire avec oui, j'y pense, avec la décomposition polaire de GLN de C. Mais là, ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances. Alors on fait ça. Mais maintenant, une fois que c'est connexe, on va avoir ici une continuité de notre application qui va aller de GLN de C dans les orbites, à condition que les actions soient continues. Et il se trouve que on va pouvoir montrer que des matrices de rang R, donc en prenant des matrices à m lignes, n colonnes sur C, et de rang R, on va avoir une action, l'action de Steinitz, de GLM de C croix GLN de C. Voilà, donc ça c'est un groupe pour le produit direct. GLM va agir, si vous avez ici G et H, qui va agir sur une matrice. Vous prenez la matrice A, elle a M lignes, et vous allez avoir G qui va agir à gauche ici, et H qui va agir à droite. Mais pour que ce soit une vraie action, il faut mettre GH-1. Et les orbites ici, pour cette action, c'est exactement ce qu'on appelle les matrices équivalentes. Et on sait que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Donc, c'est OR. C'est exactement les orbites pour l'action de Steinitz. Et donc, ici, on va avoir il faut montrer que l'action est continue, mais on va avoir un transfert de connexité de la gauche vers la droite, comme c'est classique avec la connexité pour les applications continues. L'ellipse de Steiner, maintenant. Alors là, je ne sais pas si c'est très pertinent de mettre ça dans cette leçon, mais l'idée de l'ellipse de Steiner, c'est de ramener à une forme normale. Et la forme normale est quand même quelque chose d'important. Ici, vous avez un triangle quelconque, et il faut montrer qu'il existe une unique ellipse tritangente au milieu des arêtes. Donc j'ai dessiné les milieux ici des arêtes du triangle, des côtés du triangle. Et ici, il y a une unique ellipse tritangente. Et en se ramenant à une forme normale, c'est-à-dire le triangle équilatéral, où le problème est simple, cette ellipse, en fait, cette unique ellipse, c'est le cercle inscrit. Voilà. On va pas aller plus loin. Alors, je suis pas sûr que ceci soit très pertinent dans la leçon. On a perdu un petit peu en pertinence, mais
Mais le reste, vous pouvez le placer, je pense, en toute confiance. Voilà, c'est fini.